Jean-Marc Passeron, La Pastorale à la Bâtie-Neuve, 3 juillet 2025. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir donc à la Pastorale sur les hauteurs du lac de Serponçon. On est bien au frais ici. On est bien sous Alors, les voûtes, oui. on est au frais pour évoquer ta vie, ton œuvre, on va dire ça comme ça. La tradition dans cette série de vidéos de portraits montagnards, c'est de répondre à une question qui a été posée par le précédent montagnard que j'ai rencontré, qui ne savait pas à qui il la posait. C'est ça un peu l'intérêt du sujet. Alors, cette question, c'est Michel Klein qui te Ah, la pose. le général. Alors, Alors moi j'aurais envie de poser une question qui a encore rapport avec Briançon. Sur une des portes de la ville de Briançon, la citadelle Vauban de Briançon, il y a une phrase qui est marquée « Le passé répond de l'avenir ». Et moi je voudrais savoir à ce correspondant, est-ce qu'il trouve aujourd'hui, en 2025, cette phrase toujours aussi inspirante? Est-ce que, pour avoir un autre registre, est-ce que regarder en arrière est si capital pour avoir une cohésion, avoir un lien intergénérationnel? Est-ce que pour lui, donc cette phrase, elle est encore d'actualité? c'est intéressant cette question, mon général. Alors, c'est étonnant qu'il pose cette question parce que régulièrement, lorsque j'écris sur différents sujets, entre guillemets, je l'ai un peu fait mienne. Et souvent, je la reprends. J'ai même fait des émissions où c'était la baseline, la signature, le slogan, quoi, finalement. Et cette phrase qui est sur la porte de Pinerol, donc à l'entrée de la vieille ville de Briançon, me tient vraiment à cœur parce que je suis, j'espère pas à tort, mais convaincu que, voilà, un peu comme un arbre, si on n'a pas de racines, on peut pas s'élever très haut, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pas très concret, mais cette philosophie-là me paraît essentielle, quoi. Et euh, elle se décline un petit peu sur tous les pans de la société, et particulièrement dans nos territoires de montagne, territoires de résilience. Voilà. Si on connaît pas notre passé, d'où on vient, on sait pas où on va. Si on n'a pas de cap, on n'a pas de vent dans les voiles. Tout ça, c'est le même esprit. Et voilà, moi, encore une fois, je l'ai fait mienne et je suis vraiment très, très content qu'il pose cette question parce que voilà, je crois que c'est presque une base de vie. Voilà. Savoir d'où on vient ou pour un territoire, savoir ce qu'il a été, ce qu'il veut devenir, ça me paraît essentiel. Donc, je pense qu'il écoutera la réponse et j'ai comme dans l'idée que cette réponse lui conviendra. Voilà, alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Jean-Marc Passeron, l'homme de radio, de télé, etc. On revient un tout petit peu en arrière, une enfance champsaurine. Ah oui, alors, j'ignorais Hein. que vous le connaissiez à ce point-là. Oui, mais effectivement, Chaillolard, voilà. Là, ma famille est du Champsaur de Saint-Michel de Chaillol, là, cette petite station-village, c'est un endroit magnifique au pied des écrins, au pied du vieux Chaillol. Et voilà, donc on est tous pareils, hein, on se construit, ça rejoint la question d'avant avec son lieu d'enfance. Et voilà, je suis viscéralement attaché à ce qui est mon centre du monde, chacun a le sien. Mais moi, mon centre du monde, je dis pas le centre du monde, mais c'est Chaillol. Voilà, ma famille est originaire de là, très, très simple, le monde agricole, à la ferme, poser les foins, enfin, autant de souvenirs un petit peu Madeleine de Proust, mais qui restent ancrés vraiment très, 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 très profondément. Même si tu n'y habites plus concrètement, puisque bon, tu as changé de vallée quelque part. Ouais, on est descendu, ce qui est quand même pas, c'est comme beaucoup de Champsaur, la moitié de Gap. Mais Bah, il y en a qui sont allés encore beaucoup plus loin, des oui, champsaurins. ah Hein. oui, oui. Mais voilà, enfin, assez naturellement, enfin, donc l'enfance était chaillolarde, mais en même temps gapençaise, et puis un peu dans un petite commune qui s'appelle La Fressinouse, où mon père, qui était artisan maçon, a construit la maison de ses mains. Et voilà, donc c'est tout ce territoire, mon territoire de jeunesse et de naissance, Champsaur gapençais. Donc, le petit paysan, entre guillemets, ra- attrape un micro à partir de quel âge? Ton premier micro, ton premier souvenir de micro. Ça, c'est très étonnant, mais enfin, alors, enfin, beaucoup se demandent enfin, dans la famille d'où c'est venu, parce que c'est en fait dans une ambiance donc de ferme Mm. à Saint-Michel, un petit hameau de la commune de Saint-Michel de Chaillol, là où est né d'ailleurs le festival de musique de Chaillol.
il y a 6 fermes, quoi. Et étonnamment, dès l'âge de 11 ans, 12 ans, j'ai commencé à faire, peut-être même plus tôt, on rencontrait mes cousins dans une cousinade il n'y a pas longtemps, je commençais à faire de la radio alors avec des pots de yaourt. Le pot de yaourt, un fil, et l'autre écoutait, vous savez, ça fait par les vibrations, ça marche. Et non, ça, je pense que c'était à 6-7 ans, sans vraiment de raison. Et puis, à partir de 11 ans, 12 ans, je me suis mis à faire de la radio avec un radiocassette, là, un micro premier prix, là, et j'enregistrais les émissions, et, voilà, des après-midi entières, finalement, pour moi, ou pour mes pauvres parents à qui je faisais écouter mes belles émissions. Et voilà, c'est étonnant. Ouais, vous me faites revenir sur des trucs auxquels je n'ai pas vraiment repensé, mais je crois qu'à 10-11 ans, je faisais déjà des émissions de radio, j'enregistrais sur la cassette, je faisais les jingles. Ça nous fait un premier point commun, parce que moi, à cet âge-là, où toi tu prenais un micro, moi j'avais fabriqué en Lego un projecteur de diapositives. Voilà. Ouais, c'est étonnant. Donc, et puis après, c'est sûr que les mini-cassettes, ça a été. Enfin, c'est pas une révolution, on a connu ça toujours, mais. Et quand on montre ça à des jeunes aujourd'hui, nos petits appareils à cassette, ça fait rire. Ah oui, c'est éclaté de rire. Enfin, il y a même des termes qu'ils ne connaissent pas du tout. Hein. Enfin, mais voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est peut-être. C'est ton cas aussi, mais c'est. Si on est dans une ambiance prédestinée, je sais pas, une ambiance de gens qui font du film, bon, c'est naturellement, les enfants s'y mettent. Alors là, vraiment, à part aller mettre les vaches au champ, faire les foins, faire les fagots ou je ne sais quoi, ou les tourtons d'ailleurs. Parce que ma grand-mère faisait les tourtons et les ravioles quasiment tous les dimanches, et le pain aussi au four. Enfin bref, mais il n'y avait rien qui amenait à ça, quoi. C'est assez incroyable. À part peut-être mon grand-père, donc maternel, qui a fini sa vie aveugle, qui n'avait que la radio. Ouais. Et en l'occurrence, à l'époque, RMC, qui était. Avant, l'audience était évidemment plus massive sur ce. Il n'y avait pas tellement de choix non plus. Il y avait moins de radio. Et il écoutait en permanence Qui tout double, les émissions, puis bien sûr les infos. Je ne sais pas, c'est le seul lien que je vois. Il y avait toujours la radio dans la maison, donc c'est peut-être ça qui m'a amené. Peut-être la musique aussi, parce que ma mère était écoutait vraiment beaucoup de musique, tous les styles, et donc il y avait une ambiance de radio et de musique qui m'a peut-être amené à m'y intéresser davantage. Bon, tu as quand même fait quelques études avant de poursuivre dans cette voie. Formation de base de Jean-Marc Passeron. J'ai fait j'ai été, comment dire, bon à l'école là jusque je crois en première, là. Et après je me suis mis vraiment dans la radio, et je travaillais déjà dans la radio à ce moment-là. Donc je suis allé jusqu'au bac, et puis après je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Soit tu poursuis les études, mais en même temps je travaillais déjà dans les radios la locales du coin. Et donc voilà, après le bac, je me suis dit, vas-y, va au charbon. Et donc je suis allé à Paris dans plusieurs radios à l'époque, Europe 1, Europe 2, là, pour apprendre, quoi, pour apprendre. Je crois que c'était même pas en emploi, oui, c'était des stages au début, quoi. Et puis après, de fil en aiguille, ça fonctionnait. J'avais un problème de choix aussi au début entre, c'est étonnant, c'est entre le côté radio, mais au sens animation musicale, jeu, ce type de choses, où j'étais, je crois, plutôt à l'aise. Enfin, je suis devenu à l'aise, parce qu'au début, j'ai fait mes premières émissions de vraie radio à 13 ans, et j'avais pas encore mué, quoi. Ça doit être quelque chose. J'ose jamais réécouter les cassettes, et que j'ai encore, parce que ça doit être horrible. Et donc, bon. Et bon, après, évidemment, l'expérience vient, l'habitude vient, et donc j'étais partagé entre ce côté-là, le côté animation. Et puis, alors, ça c'est aussi un peu assez inexplicable. Donc, à 18 ans, au bac, là, j'ai glissé vraiment vers l'info, vers le journalisme. Alors, au début, c'était pas du grand journalisme, hein, c'était des flashs, des trucs de 2-3 minutes où on lit les dépêches AFP. C'est pas très. Enfin, c'est formateur, mais pas. Ça ne peut pas parler de journalisme profond ou d'investigation, quoi. Voilà. Mais, ouais, étonnamment, j'ai fait. De 13 à 18 ans sur le côté animation, musique, c'était bien, c'était les années 80, c'était festif, tout ce que l'on veut. Et puis après, peut-être parce que ça n'avait pas forcément énormément de sens, j'ai glissé sur l'info. Une fois qu'on a fait le tour, on passe. Et donc, glisser sur l'info, toujours derrière le micro, et puis aussi, en essence, l'entrepreneur de médias. Progressivement, parce que tu trouvais pas ce que tu voulais comme emploi, tu as créé le tien, ou comment ça s'est passé? C'est pas loin.
Après, j'ai tourné dans pas mal de radios. De la création, bref, c'était l'émergence de toutes les radios FM. Il y avait vraiment Ça partait dans ouais, tous les sens. ouais, dans tous les sens. À un moment, je me suis retrouvé un peu enfermé, mais peut-être par manque de talent aussi. Mais dans ce côté desk, c'est-à-dire, par exemple, la RMC à Monaco, c'était RMC FM, Côte d'Azur. Là, je faisais les flashs, etc. Voilà. Au bout de quelques mois, je me disais, mais bon, on parle de choses dont on ne connaît pas. À l'époque, c'était pas des mails, on recevait des fax de l'AFP. Enfin bref, on triait ça, mais et puis alors voilà. Et puis par ailleurs, j'ai fait 5-6 allers-retours. Je sais pas, on va dire dans la période 18, 23 ans, je crois. Donc une aventure média quelque part. Alors il y a eu Paris, il y a eu Aix-en-Provence une fois, Nice, Monaco. Mais chaque fois je revenais, comme si j'avais un élastique dans le dos. C'est étonnant ce truc. Hein. Ouais. Et alors, par attachement alors vraiment profond et presque étonnant, enfin beaucoup me disent maintenant des amis enfin c'est lié sûrement à l'expérience, mais sur ma manière de faire, de m'intéresser aux gens, je crois sincèrement. Enfin, il paraît que ça sent, enfin je sais pas à l'antenne. Enfin sur la manière d'interviewer que j'aurais été très à l'aise si j'avais voulu être en médias nationaux. Quoi. J'avais cet élastique dans le dos qui me ramenait tout le temps. Et ça s'est passé, je n'ai évidemment pas réfléchi avant vos questions, mais du coup, disons 3-4 fois, je pars en disant, allez, je vais voir ailleurs. Et puis un élastique dans le dos. Soit la famille, soit la montagne, soit la copine aussi. L'armée, une autre fois, tiens, ouais. Au 15-9 Non, à Barcelone, ancienne BCA. Où au bout de 3 mois, après les classes, l'armée a bien voulu me déléguer à la radio de la vallée de l'Ubaye. Ben voilà. Donc au bout de 3 mois, je faisais... Radio militaire ou Non, c'était... comment ça s'appelait, Kiss FM, radio de la vallée de l'Ubaye. Et donc l'armée a vu la gentillesse de bien vouloir me détacher à la radio, ce qui m'a fait passer une armée pas très musculaire, mais intéressante. et qui m'a fait avoir un attachement très profond avec l'Ubaye. Et qui s'est poursuivi donc sur ce département des Hautes-Alpes que tu as parcouru dans tous les sens. La première radio que tu crées vraiment, puisque tu as vagabondé, et puis un jour tu as dit je crée la mienne. Ouais. En fait, il y a une radio historique qui était la première ici. Enfin, oui, on peut dire la première, parce qu'il y a eu notre fréquence Agora qui est arrivée rapidement après. Mais enfin, la première radio des Alpes, ça a été Radio 5. Et un gars passionnant, M. Bertolotti, un truc incroyable, le mec, il a eu le courage de se lancer et tout. Ils ont commencé dans un camion, comment dire, un camion à pizza. Là. J'étais au collège, c'est mon frère qui m'a forcé à rentrer pour oser demander à faire une émission, donc c'était à 13 ans. Et puis après, bon, il y a eu d'autres radios, il y a eu RTM qui s'est monté, c'est là où j'ai commencé à faire vraiment de l'info. Après Europe 2, c'est des noms enfin Europe 2, même si c'est revenu, mais à l'époque ça marchait énormément. Europe 2, après je suis reparti. Et puis, enfin Europe 2, c'était une bonne période. Et puis ensuite, je me souviens à Monaco, RMC, et c'est Côte d'Azur, ouais, c'était ça. Et donc du coup, là-bas, j'apprends qu'une radio à Briançon, bien connue à Briançon, mais avait des difficultés. Quoi. RBV. RBV, Radio Briançon-Vallée. Et je ne sais plus pourquoi j'avais gardé le lien avec eux, sûrement que j'avais un copain là-bas, ce qui ne m'en veuille pas, je me retourne rarement sur le passé. C'est l'occasion aujourd'hui. Et donc, je me souviens que depuis Monaco, je ne me souviens plus le lien, bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, je me dis, bon, tu peux peut-être essayer de te faire ton truc à toi, enfin ouais, c'est ça. La motivation, c'était pas je vais faire mon entreprise, quoi. C'était j'aimerais même faire mon média pour les Hautes-Alpes, quoi, ou les Alpes du Sud, enfin, parce que les deux sont, enfin 04, 05 sont très liés. Et ouais, c'était pas tant monter une entreprise, c'était pas tant réussir ou je ne sais quoi, c'était être dans le vrai de l'info, au contact du terrain, faire vraiment de l'info sur place, de voir les gens dont on parle, de faire des vraies interviews et pas simplement de lire les dépêches AFP. Voilà. Je me souviens un petit peu de ça. Et donc, il y avait des difficultés financières de mémoire. Et étonnamment, ça s'est passé rapidement, l'ancêtre du CSA, enfin l'ancêtre de l'ARCOM maintenant, avec ce CSA, qui était, je ne me souviens plus le nom à l'époque. La Haute Autorité de l'audiovisuel, je crois. Alors, d'une manière assez étonnante, a dit
je règle le projet, quoi. Et ils ont dit, c'est vraiment bien, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et ils m'ont choisi parmi dans la candidature, l'appel d'offres, quoi, pour faire quoi. Et au même moment, j'ai eu, il m'a envoyé un texto en plus il y a quelques minutes, ben, il était à la retraite, mais un banquier, parce que j'avais pas le sou, pas le sou du tout, et puis il était hors de question, un peu vieille génération, de demander des cautions, je ne sais quoi, aux parents, bref, et qui m'ont toujours encouragé comme dans ce sens-là, mais bon, je ne voulais pas les embêter que ça. Et un banquier qui m'a fait vraiment confiance avec un prêt sans condition pour pouvoir reprendre et structurer la boîte. Et un autre gars qui s'appelle Patrice Reynaud de Gap, qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui m'a expliqué les choses de base pour monter une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une colonne dépenses, une colonne recettes, et tu marques tout. Pas la peine. Les ordinateurs commençaient, ils me disaient, mais fais ton les cahier. additions. Et le cahier, je l'ai gardé 15 ans. Et une collaboratrice, dont Nadine et d'autres, s'amusaient toujours au moment des logiciels de me voir leur demander de noter les dépenses et les recettes dans ce cahier. J'ai fini par arrêter, mais c'est des très beaux enseignements. Voilà, et donc du coup RBV c'était lié à Briançon, on avait essayé un peu Radio Bien Vivre au début, puis après on est reparti entre guillemets propre, mais enfin il fallait passer à autre chose, quoi, sur la marque Elle peut, qu'on a créée, et alors là c'est devenu une grande aventure. Ouais. Et l'époque RBV, c'est l'époque de notre premier contact où on était concurrents, puisque moi j'avais participé au montage d'une autre radio qui s'appelait Fréquence Passe-Montagne. Ouais, Passe-Montagne. Voilà. Ouais. À l'époque, les radios, c'est plus le cas, mais moins, même si ça redevient un peu le cas en télé plus qu'en radio, d'ailleurs. Mais il y a eu une époque où elles avaient tellement d'audience et de puissance que les politiques voulaient avoir en gros un peu leur radio. Enfin, c'est pas de dire. Oui, ils voulaient avoir maîtriser ça en tout cas, si ce n'est faire un peu de prosélytisme grâce aux radios. Donc il y avait une radio plutôt de sensibilité de droite dans chaque ville et de sensibilité plutôt de gauche à Briançon. RBV étant peut-être de mémoire plutôt de sensibilité de droite et Passe-Montagne plutôt de Como. Voilà, la Gap c'était pareil. Oui, bah c'était même si à terme ces politiques ne pouvaient pas contrôler ces radios, mais il y avait quand même des sensibilités différentes, alors qu'on était quand même sur le même esprit de donner la parole aux gens, parce que c'était vraiment ça, quoi. Et après, les politiques se sont aperçus que c'était vain, parce que lorsque c'était vraiment, comment dire, très tenu, avec des mots d'ordre, avec des consignes pour dire ceci, pour dire ça, c'était gros comme une maison et ça décrédibilisait le média. Donc au bout d'un moment, tout ça c'est ce qui peut se passer, mais apparemment les gens s'y habituent. Mais avec ce qu'on voit en télé en ce moment, la ligne éditoriale de CNews, par exemple, me laisse pantois, moi. Ah oui. Je nie pas ce qui me gêne un petit peu avec par exemple CNews, c'est que si les gens sont affranchis que c'est une télé d'opinion, si chaque personne qui va sur maintenant c'est la combien, enfin bref, ils sont à 14. Sur 14. Ouais, sait que c'est voilà, si la personne regarde en mettant son filtre en disant je sais que eux ils vont dans ce sens-là, pas de problème. Mais il y a une grande partie de la population, et je sais pas moi, les plus de 60 par exemple, en gros quoi, qui n'ont eu que des médias généralistes et qui mettent pas ce filtre, qui disent voilà, une télé qui m'informe de ce qui se passe dans le monde. Et donc, si tu regardes CNews, ce qui se passe dans le monde, c'est que les faits divers. Ouais. Et donc, je trouve ça, à ce stade, assez malsain mais c'est globalement toutes les chaînes d'infos continues qui donnent plus la parole à des éditorialistes qu'à des journalistes de terrain et à de l'information brute, quoi. Voilà, mais on trouve vraiment bien plus d'équilibre sur LCI et sur France Info ou sur BFM quand même. Ah oui, non, mais c'est vrai que CNews, c'est la caricature. Je m'en vais, je vais me cacher en Patagonie. Quand on regarde CNews, on se dit le monde s'écroule. Donc oui, c'est vrai que localement, on n'a pas les moyens de se permettre ce genre de choses. Il faut être vraiment généraliste. Il faut retravailler avec tout le monde, quoi. Écoute de tous. Ce que tu as continué à faire donc avec Alpe 1. Alors oui, et donc Alpe 1, c'était vraiment une belle, un succès fou, cette histoire. Mais on est parti vraiment à l'arrache. Et CMCL de Gap, après on s'installe à Micropolis, on y est resté longtemps à Gap, et c'est devenu, ça s'est passé comme d'habitude. Ce que j'aime bien, moi, c'est lancer, c'est les moments les plus difficiles, mais les plus chouettes, les plus créatifs, avec les collègues, là, avec les collaborateurs, trouve des idées, on invente des concepts, tu travailles jour et nuit.
Et puis, après, ça s'installe, ça marche, tu es surpris par l'ampleur de l'audience, etc. Et puis, au bout d'un moment, quand ça ronronne, tu te dis, bon, allez, bon, maintenant, c'est le moment de passer à autre chose. Si on n'a qu'une vie, je suis toujours tracassé par ce fait-là, en disant, on n'a qu'une vie, d'où les choix récents que j'ai fait d'ailleurs, qui visent à dire, enfin, on peut pas s'en remettre à une autre époque ou une deuxième vie où on ferait autre chose, où on se Ouais, remettrait ou alors plus on en est cause. bouddhiste et puis on se dit on Oui, compte sur la suite. ça serait Mais c'est peut-être bien, mais bon, voilà. À défaut d'en être certain, enfin, disons que voilà, j'aime bien repartir sur des challenges, c'est ce que j'ai toujours fait par cycle. Et Alpin, c'est devenu, pas grâce à moi, mais grâce à peut-être mon énergie, mais surtout grâce à toutes les équipes que j'ai trouvées. C'était pas si facile pour cette aventure et les suivantes de faire venir des compétences. Il y en avait ici, mais peu. De faire venir des compétences ailleurs en France qui avaient l'impression de s'enterrer dans les Hautes-Alpes, oui. par l'hiver pour les stations. Enfin, ça les amuse un peu, mais sinon, ils ont l'impression d'aller au bout du monde, la Patagonie. Mais ça n'a pas été si facile. Mais voilà, on est arrivé à des audiences de très loin. La, la plus la plus grosse audience qu'une radio n'ait jamais fait en France sur un département. 35% des gens qui regardent, qui écoutaient chaque jour, quoi. Enfin, c'était gigantesque. La télé fait bien mieux plus tard. Et ce point-là, et c'est un chiffre d'affaires aussi. C'est-à-dire que on était, et c'est resté le cas pendant dans toutes les radios indépendantes de France pendant, c'est resté le record pendant 5, 6, 7 ans, le plus gros chiffre d'affaires en France, et de loin par rapport au nombre d'habitants, pas en volume, évidemment, RTL fait bien plus, mais voilà, et ça a permis d'embaucher, au moment on était 30, plus de 30, 40, quoi, voilà, sur Alpin. Et je crois que c'est outre le plaisir d'avoir fait un truc qui marche, de faire un truc passionnel, je crois que ça a vraiment rendu un service aux Hautes-Alpes, quoi, voilà. Ce qui se passait avant était déjà pas mal, hein, mais là on est arrivé dans le truc structuré, présent partout, des journaux d'une demi-heure, comment dire, du direct. C'est aussi le numérique et les moyens techniques qui évoluaient, qui permettaient de faire vraiment une grande radio locale qui touche beaucoup C'est vrai que d'audience. tu as connu depuis la cassette, enfin on a connu depuis la cassette jusqu'à l'informatique, les moyens numériques qui ont permis d'exploser tout ça, à condition de rester conscient de la réalité du terrain. Ouais. On était les premiers, d'ailleurs, mais parce que ça marchait bien qu'on avait Katsu, à numériser la radio. C'est-à-dire qu'avant, c'était par exemple pour faire la nuit. On imagine bien qu'il n'y avait pas des gens qui restaient à 2 h du matin dans l'Hautes-Alpes à passer de la musique, quoi. Donc c'était c'était des Revox, des bandes, et, ou d'autres systèmes, cassettes, enfin bref, qui tombaient en panne une fois sur deux. Enfin bon. Et là, le numérique a permis de gérer des rediffusions, de gérer la nuit, de travailler la programmation musicale aussi avec d'une manière plus scientifique, non pas en disant tiens, qu'est-ce que je passe, je prends 45 tours. Oui, ce qui était un peu le cas au début. Moi, j'ai connu ça aussi. Hein. Ça, tiens, qu'est-ce que je mets là? Ah bah tiens, ça, hop. C'est pas loin, j'ai juste à tendre le bras. Je suis fatigué, je tends juste le bras. Et donc, bon, plusieurs expériences de radio, et puis la grosse expérience qui t'a fait exploser un petit peu au niveau du département, c'est le passage à la télé, qui était quand même inattendu de créer une télé locale dans un département de 150 000 habitants, quoi. Ouais, il y a eu un break finalement assez long où j'ai fait un peu de politique, Après, on autre reparlera chose, un ouais, peu tout ça, des politique, législations. d'autres. Mais il a été assez long. Et, et, euh, et voilà. Et alors, c'est la même chose si on en parle pour les Jeux Olympiques. Chacun fait comme il est fait. Moi, je lâche jamais un truc. Enfin, j'essaye de me remettre en cause, peut-être pas assez, enfin, mais de reconsidérer mon point de vue. Mais quand j'en capte, j'en capte, quoi. Et, et donc, je voulais toujours voilà, faire une télévision pour les Hautes-Alpes. Pour la motivation, au regard des coûts, c'était pas très entrepreneurial au sens où on savait que enfin, ça n'a pas été le cas, mais on pensait que ça allait être très difficile financièrement, que ça allait être très compliqué. Le numérique, là aussi, a beaucoup aidé à faire des choses rentables. Mais voilà, et donc au début, ça devait être Alpin TV, c'est-à-dire qu'en 2001, on a fait le premier salon de télévision locale à Gap. À l'époque de René Manon, c'est ça? Il y avait René qui était déjà un peu dans C'était un peu dans le le réseau. système, qui avait fait un essai. Oui. Voilà. Mais c'était à l'époque de l'analogique, c'était trop cher, trop compliqué. Et donc, voilà. Et donc, c'était Alpin TV qu'on n'a jamais fait. Après, j'ai donc passé la main sur Alpin en 2 fois, parce que des premiers qui ont mangé la grenouille, pour faire court, et ensuite un gars de Lyon qui a repris, qui a gardé les fondamentaux un long moment. Et voilà, dans cette phase, j'ai fait autre chose. Puis après, à un moment, je me suis dit, bon, allez.
Ici, on l'a monté cette année télé. Ça chatouillait, là. Alors, il fallait les droits du CSA qui ont été très compliqués à obtenir. C'est bizarre, mais je peux c'est intéressant pour les gens. Mais le CSA, pour autoriser la création d'une télé, donc autoriser la mise à disposition des fréquences, voulait être certain que la télé était solvable. Donc, ils nous avaient demandé des garanties incroyables de tous les côtés. Alors même que nous, on leur disait, mais non, nous, on n'est pas dans un système de perfusion publique, parce que les quelques télés locales qui existaient en France, c'était la télé du conseil régional, la télé de machin, se font publics, sûrement utiles, mais c'est un autre modèle. Nous, on disait, non, on va se débrouiller tout seul, on va faire un truc qui intéresse les gens, donc qui fait de l'audience, donc qui permet de vendre de la publicité, comme la presse écrite ou d'autres, hein, comme les radios d'ailleurs. Ah ben non, c'est pas possible. Alors, donc, ça avait été compliqué à obtenir les fréquences parce qu'ils nous demandaient vraiment énormément de garanties. Alors qu'il n'y avait aucune concurrence non, sur place. Hein. Non. Et si ce n'est la concurrence, alors après, si, regarde, ils vont sourire, j'espère, mais la concurrence toujours de fond avec la presse écrite. C'est-à-dire, ça a toujours été vraiment pas si grave, mais on a toujours été avec le Dauphiné Libéré en l'occurrence, et puis avec les responsables successifs, toujours un peu en querelle, qui a piqué l'info à l'autre, qui a été le premier. Bon, voilà, c'était. Mais quand on prend du recul, on s'aperçoit que la presse écrite et le Dauphiné est essentiel ici. Les hebdos aussi, comme LP Midi par exemple. Et par exemple, non, il n'y a pas 1000 exemples d'ailleurs. C'est le plus vieux et le seul. Ouais. Voilà. Et que tout est vraiment complémentaire. Et la durée le prouve maintenant sur 20 ans. Il y a eu des ils ont marché, le Dauphiné a toujours marché. La télé a cartonné, le Dauphiné a toujours marché. Donc en fait, tout ça, c'est un peu des faux agacements concurrentiels qui sont un peu difficiles à vivre sur le coup, pour eux, pour moi. Enfin, c'est des questions de personnes. Oui, il y a eu des moments où ça se passait super bien, d'autres. Le Dauphiné, quand même, on s'entendait super bien. Et au moment où on a créé la télé, mais comme quoi, d'ailleurs, j'avais bien aimé, le grand chef là, de Grenoble m'avait appelé en disant maintenant que vous montez une télé où vous êtes trop concurrents, on ne peut plus s'entendre, donc considérez qu'on est concurrents. Voilà, au moins c'était dit. Ça ne m'a pas facilité le lancement de la télé, mais j'aime bien quand les choses sont claires aussi. Voilà, et puis, donc voilà, par rapport à ce que vous disiez, effectivement, d'ici TV, c'était waouh, un truc de fou, hein, c'est jour et nuit. Michel, tu le sais, toi. Mais vraiment, du jour et nuit au sens littéral. Hein, ah oui, 7-7, hein, 10 ans. Ouais. Et là, alors, vraiment, c'était Alors, on aurait fait la même chose à Nantes. La moitié des gens qui sont. Comment dire, ce serait une autorité nationale qui a eu, pas presque, qui a une télé qui a fait autant d'audience, une télé locale. Comme on est quand même que dans les Alpes du Sud, donc dans le métier c'est su, mais ça n'a pas trop transpiré. Mais ça restera, à mon avis, peut-être pour toujours, la télé locale qui a fait le plus d'audience, avec donc 2015-2018, cette période-là, je crois. Donc c'était 70-72% des gens qui regardaient chaque jour. Chaque jour, pas en habitude d'écoute, mais chaque jour. Il y avait TF1 toujours devant, France 2, nous, France 3, après je ne me souviens plus, Canal, non, France, je sais plus, M6, oui. Mais donc, c'était fou l'audience. Et donc, c'est pas quelque chose comme ça de, comment dire, on satisfait de faire l'audience. C'est que vraiment, ça correspondait à un besoin, ça correspondait à une attente de la population qui était très heureuse de trouver ça, parce que c'était aussi un peu bricolé des fois. Oui, bon, c'était la grande aventure. On reproduisait presque la naissance des radios locales, quelque part. Ouais. Mais on avait appliqué un raisonnement radio là-dessus. C'est ça qui a fait la nouveauté, qui en a fait la rentabilité. C'est-à-dire que, comment dire, sur plusieurs trucs, et qui n'ont pas plu à tout le monde d'ailleurs, y compris aux collaborateurs, sur par exemple le côté cross-média. C'est-à-dire tu fais de la télé, mais c'est pas pour ça que tu fais pas de la radio. Et on avait une radio à côté. Et c'est pas pour ça que tu t'occupes pas de ce qui devient de plus en plus important. On peut même dire qui prend le pas un peu sur les médias traditionnels, sur le digital, les réseaux sociaux, le site internet, etc. Et donc, c'est vrai que c'était compliqué quelquefois de dire à des collaborateurs spécialisés télé ou spécialisés radio ou digitaux, de dire bon, non, quand tu fais un reportage, tu rends compte sur les réseaux sociaux, sur le site internet, sur la télé. Enfin, je sais que ça plaisait pas tout le monde, loin de là. Mais c'était un peu le départ, parce qu'aujourd'hui, même on parlait de Dauphiné Libéré tout à l'heure, Dauphiné Libéré fait de la vidéo aussi, il fait de l'Internet, quoi.
Et même au niveau national, s'il y a une grève dans les médias nationaux, enfin dans les médias publics nationaux aujourd'hui, c'est justement la crainte de ce Mm. rapprochement entre les différents supports. Ouais. Enfin, c'est des philosophies, enfin, tout est respectable, mais moi, Mais ça fait une charge de travail aussi ouais. plus Oui, importante. voilà. Donc, c'est ça qui était difficile à vivre quelquefois pour les collaborateurs, parce que tu rentres dans un reportage, tu fais ton montage vidéo, ce qu'on appelle dans le métier le lancement, pour que le présentateur, et ensuite tu le mets sur Internet, tu fais, t'évites t'es d'ailleurs pas très bon là-dessus de faire Trop de fautes. trop de fautes, soit d'inattention, soit des vraies fautes. Tu le mets sur les réseaux sociaux, enfin bref, voilà, oui, ça alourdissait. Mais en revanche, moi, enfin, je pense vraiment que c'est bien que quand tu es témoin de quelque chose, tu es journaliste, enfin, tu dois le rendre compte et l'expliquer aux gens. Et le tuyau, finalement, même si ça prend du temps, enfin, normalement, il compte pas trop. Il faudrait qu'il compte peu. Alors maintenant, au plus ça va, au plus ça devient simple Ouais. d'être cross-média, quoi. Voilà. Et donc, non, mais enfin, DC TV, c'était vraiment waouh, un truc de fou, avec une aventure de collaboration, De ouais, de créativité. créativité, et donc très rentable aussi. C'est ça qui était c'est la première, oui, on peut le dire, la première, est-ce que je peux dire la seule? Ou, je suis pas à jour en ce moment de l'état des comptes de toutes les télés locales. Mais je pense que enfin, en tout cas, il n'y a jamais eu une télé locale aussi rentable en France. C'est-à-dire qu'il y avait des bénéfices, qui avaient les moyens d'embaucher, d'aller de l'avant et d'agrandir sa zone de diffusion, tout ça. Et qui a jamais appelé à l'aide les pouvoirs publics, même s'il y avait 20-25% de financement qui venait d'achat de publicité des collectivités. Mais, Ce qui est le non. contraire, l'inverse de la plupart des télés Ah locales, oui, quoi. oui, c'est ça. Ouais, Ouais. oui, c'est exactement le contraire. Et donc voilà, au bout, là, c'est une superbe aventure de vie, c'est vraiment superbe. Et un jour t'arrêtes, pourquoi? Et ben alors, enfin, le fait que ce soit toi qui pose les questions, me pousse un peu plus sincérité de ce que j'aurais, enfin, de ce que j'aurais dit autrement. Non, vraiment, enfin, j'allais y mourir, j'allais y mourir. Mais je crois que même les gens, quand je les croisais, me disaient, mais comment vous faites, etc. Euh, Enfin, ouais, c'était vraiment enfin, je sais pas, 4 heures de sommeil par nuit pendant 10 ans, 7-7, ouais. Oui, ça fatigue quand même. Et donc, je pense que j'allais mourir, mais surtout, du coup, euh, c'était vain, puisque si c'était pas, comment dire, comment dire, à ce moment-là enfin, comment dire, que je faisais un burn-out, c'était 3 ans après, mais de toute façon, Ouais. il fallait bien trouver une solution. Et c'est aussi peut-être enfin, un peu de ma faute, et pas complètement, parce que j'ai toujours eu, ça tu le sais, puis j'ai travaillé avec moi, c'est avoir un petit peu du mal à déléguer, tu vois, pour faire bien, pour être sûr que ce soit bien, euh, Ce euh, que tu disais tout à l'heure, ouais, quand je ouais. commence quelque chose, Et voilà, donc en encadrant, ça aurait pu se passer différemment. Sauf que ça, c'est ce qui peut se dire, par exemple, pour ceux qui m'aiment pas trop, voilà, il va tout maîtriser, machin. Mais la réalité est un peu plus compliquée, si on essaye d'être objectif, c'est que pour trouver des compétences qui viennent dans les Hautes-Alpes, c'est une galère, quoi. Le peu qu'il y avait, je les ai tous pris ici. Mais voilà. Et après, dire à quelqu'un, tu prends la direction d'un truc de fou, tu gères tout, tu es au four et au moulin. Alors même si tu en gères qu'une partie, mais oui, non, c'est vraiment, enfin, c'est quasi impossible. Tous les jeunes veulent aller qu'à Paris, dans ces métiers. Le Graal, c'est Paris, travailler dans les médias à Paris. Euh, Même les grandes villes de province comptent vraiment peu à leurs yeux. Alors venir dans les Hautes-Alpes, pendant longtemps proposer des CDI, on ne trouvait personne pour la télé, pour DC TV. C'est lorsqu'on s'est mis à proposer des CDD, et si possible pendant la saison de sport d'hiver, qu'on trouvait du monde. Juste pour illustrer que voilà, la à délégation. quelques exceptions près de gens qui ont Oui, fait oui, vraiment ah oui, bien leur sûr. temps. Ouais. Et voilà, parce que la difficulté de délégation, oui, mais elle était quand même. Enfin, il y avait le corollaire de cette difficulté énorme à recruter. Et donc, à ce moment-là, il y avait un seul. Enfin, ça, c'est plutôt le côté entrepreneurial, mais il ne faut pas louper les trains qui passent. Alors, il y a des métiers où il y en a qui passent tout le temps. Je ne sais pas si on est restaurateur, j'espère pour eux. Enfin, on monte son affaire, elle marche, on passe la main, on vend le fond, l'affaire, enfin bref. Et donc, il y a une espèce de cycle qui est à peu près stable, quoi. Dans le métier de la télé, des groupes nationaux ou des gens qui veulent investir dans les télés locales, il n'y en avait quasiment pas, quoi. Et donc, le premier groupe qui est passé, c'est quelqu'un que j'admire, c'est le groupe donc, Altis, c'était en l'occurrence Alain Weiss, lui qui a créé RMC, un monsieur que j'admire énormément, qui
qui était lui-même en train de vendre à Patrick Drahi, donc la téléphonie SFR. Et pour l'instant, les faits me donnent raison, c'était le seul train qui passait. Donc, soit on prenait ce train, et c'était pas si facile parce qu'ils voulaient faire que les grandes villes. Ils ont fait une exception en prenant d'ici TV parce qu'elle cartonnait, quoi, en chiffre d'affaires, en résultat, en bénéfices et en audience. Mais sinon, ils auraient fait que les grandes villes. Et si j'avais pas pris ce train-là, il n'y a rien eu de nouveau depuis. Donc voilà, donc je pense que c'est une bonne chose. Pour assurer la pérennité. Voilà, Quoi. pour pérenniser les emplois, c'est le cas. Et pour, même s'il y a du turnover évidemment, mais en nombre, c'est la même chose. Et pour pérenniser l'existence d'une télé dans les Alpes du Sud. En espérant que ça dure, parce que. Même si l'esprit est quand même un peu différent. Voilà. Tu regardes, tu continues à regarder. Question. T'as droit à un joker. Hein. Non, après. Enfin, c'est différent. Chacun, Voilà. chacun fait comme il le veut. On ne peut pas comparer une petite PME où on gère tout au cordeau, c'est de l'orfèvrerie, donc ça cartonne, mais c'est du réglage, c'est de l'orfèvrerie, quoi. Un grand groupe qui se doit de modéliser, voilà. Alors, est-ce qu'ils ont trop modélisé, confondant peut-être une logique urbaine et une logique rurale? Ça, c'est des questions qui peuvent se poser, quoi, voilà. Mais voilà, mais après je développe pas trop par voilà. Ouais. Allez, Que chacun se fasse son opinion, voilà. Tout à fait. De toute façon, Parce que ce que je sens, c'est une vraie nostalgie des gens, ça oui, je peux le dire, ouais. sur la grande période de 1800. Enfin, il n'y a pas un jour, mais vraiment pas un jour, ce matin encore en branle. Ah bah, alors voilà, les gens qui sont nostalgiques de cette époque, mais qui était une époque de PME, pas l'époque d'un groupe qui pilote des télés. Voilà. Je rencontre les mêmes gens aussi. Voilà. On change un petit peu de sujet, on quitte les médias pour, j'allais dire, la parenthèse politique de Jean-Marc Passeron. Tu as eu quelques expériences politiques, c'est pas forcément ce qui t'a fait, qui t'a laissé le meilleur souvenir, si on compare par rapport aux autres aventures que tu as vécues. Non, non, effectivement, ma femme considère que je suis naïf, mais c'est vrai que enfin, c'est bizarre tu pourrais plus le dire que moi d'ailleurs, mais du coup, je peux être exigeant avec moi-même beaucoup, du coup avec les autres, mais aussi naïf sur la nature humaine, et je me suis fait souvent prendre un revers sur ce côté-là, pas souvent, mais les revers sont liés à ça, c'est-à-dire ce côté je fais confiance. Et donc en politique, c'est pas du tout l'ambiance, il vaut mieux pas l'être, quoi. Ouais, Et voilà, donc je fais même localement, c'est ah de ouais, requin. Quoi. ah ouais, vraiment. J'ai fait un tour de piste alors qui a super bien démarré avec quelqu'un auquel je pense souvent, Daniel Chevalier, qui était député à l'époque. Et il y a une petite cantonale partielle à Gap, dans mon quartier de naissance, quand on a quitté le Champsaur, on s'est installé au Rochasson, le quartier des Champsaurins de Gap. Et donc là, il était député en place, c'était la grande époque PS, etc. Et là, étonnamment, je gagne. Donc, et puis d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on a plaisanté après pendant des années, on est resté très lié, même si maintenant il est plus fatigué, il est fatigué. Mais donc ça a très bien démarré. Et après, je pense que enfin, moi, je suis sincèrement passionné par le Haute-Alpes, mais vraiment, enfin, je fais pas semblant. Je ne sais même pas d'où ça vient d'ailleurs. J'en tire pas de mérite. C'est dans les tripes. C'est pas moi qui dis stratégiquement. Non, c'est profond. Je suis prêt à tout pour les Hautes-Alpes. Et donc du coup, je l'ai fait, mais comme je viens de l'entreprise, comme un travail, c'est-à-dire que enfin, le lendemain de l'élection, à 8h moins, à 7h30, j'étais au Conseil général, là. Mais c'était fermé. Enfin, ouais, c'est juste, ça commençait comme ça, et c'est resté dans cet esprit actif. Je me suis beaucoup occupé de Serre-Ponçon, de pas mal de sujets, mais j'étais dans l'opposition au département. Donc moi je suis de centre droit, j'étais dans l'équipe de Jean-Yves Dussert. Qui t'empêchait pas d'être copain avec Daniel Chevalier. Ah non, 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 Voilà. je suis vraiment très ouvert d'esprit, puis c'est un centre droit, centre gauche, enfin il faut vraiment se forcer pour chercher les nuances, c'est plus une question d'écurie. Mais, et après, donc comme je venais de l'entreprise, moi, étant dans l'opposition, il y avait une énorme frustration, parce que tu fais rien quand tu es dans l'opposition, hein. Enfin, tu n'as pas la moindre responsabilité, à part commenter, et voilà, tu vois même pas les trains passer, enfin bref. Donc du coup, ça c'était frustrant.
heureusement que je m'occupais des JO, dont on en parlera peut-être. Certainement. Voilà, mais après, je me suis vraiment occupé des gens, mais je le faisais comme un travail, c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi. J'étais enfin, vraiment, je passais, pareil, je retravaillais 12 heures par jour, partout dans le quartier, de partout. Et je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoique. Mais en tout cas, ça plaisait pas à une bonne part des autres politiques. Et, Même de ceux de, entre guillemets, voilà, ton camp, quoi. voilà. Et qui se disaient, oulala, il est trop ambitieux, etc. Et je pense qu'ils n'avaient pas tort complètement. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, si ça marche comme ça, il faut faire comme ça. C'est-à-dire qu'il faut aller doucement, il faut rentrer dans leur paysage, pas donner l'impression que tu veux prendre leur place, ce qui n'était pas forcément le cas, mais l'impression donnée était celle-là. Voilà. Et après, c'est parti en autre boudin à la fin, mais à cause du dossier olympique, le maire de Gap a changé, et le nouveau maire ne voulait pas de la démarche olympique. Et donc là, je suis allé jusqu'au bout, en me présentant au second tour contre lui à Gap, et au municipal. Et là, j'ai fait un très joli score, mais il était devant. Et le fait d'aller au second tour, c'était la chose qu'il ne fallait pas faire, mais c'était lié seulement au fait qu'il ne voulait pas s'engager sur le dossier olympique. Donc Roger Didier, qui avait succédé à Pierre-Bernard Raymond. Moi, j'étais très proche de Pierre-Bernard Raymond. Et Roger Didier, après, il y a eu le rapport entre le maire de Gap et d'ici TV, où c'était chaud. voire, non, plutôt froid, plutôt. Oui, plutôt froid, très froid. Enfin, c'est sa personnalité. Hein. Moi, Je me bon, souviens. on n'a jamais été très copains. À un moment, enfin, en politique, enfin, je veux dire, enfin, moi, j'avais bénévolement, avec mes sous, fait toute l'aventure JO. Et le gars, Bernard Raymond s'en va parce que touché par le cumul des mandats, il devient maire. Et là, il se retire du dossier. C'est d'une violence. C'est pas possible. Et donc, bon, après, on essaie de se rabibocher. Moi, il est comme il est. Moi, enfin, étonnamment, s'il devait l'entendre ça, il en serait surpris. Je pense que c'est un bon maire pour la ville de Gap. C'est un bon maire. Il gère bien sa ville. Voilà, après, il demeure en politique, toujours à craindre celui qui peut me gêner son chemin, je ne sais quoi. Mais donc voilà, moi, je n'étais pas trop différent. Quoi. Du coup, on ne s'est pas entendu. Mais le fait qu'il ait retiré le dossier olympique, ça avait été très violent. Hein. Alors justement, c'est le moment où on va parler un peu Jeux Olympiques, mais on va détromper tout de suite les gens qui nous regardent. On ne va pas parler tout de suite des JO 2030, mais de ceux d'avant, avortés pour diverses raisons, mais qui t'avaient mobilisé pendant très très longtemps et qui peut-être était un peu la préfiguration de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors peut-être un rappel justement sur cette candidature, enfin sur ce qui aurait pu être une vraie candidature. Ouais, il y a des gens qui ont la gentillesse de dire, mais bon, qu'on a vraiment eu raison trop tôt sur ce dossier. Mais On est en quelle année justement? on est en 2004. Parce que tous les fondamentaux de ce qui est dit aujourd'hui, mais pas forcément mis en œuvre dans les faits, c'est pour ça la nuance, mais bon, étaient dit dès 2004. Et en fait, pour la petite histoire, c'est étonnamment d'ailleurs quelqu'un qui après m'a mis des bâtons dans les roues, et maintenant on s'entend bien, enfin bref, c'est Jean-Michel Arnaud qui une première fois en 2002, dans un communiqué, il écrit un truc et il dit, mais osons même avoir un jour une ambition olympique. Bon voilà. Après il se passe quelques années, et puis moi ça tournait dans mon cerveau depuis quelques années aussi, et en 2004 je me dis non mais il faut y aller. Il faut y aller, mais il faut surtout, et ça rejoint presque tout ce que j'ai fait ici, avec Sylviane, ma femme, qui briançonnaise, et qui m'a toujours énormément aidé. Enfin, moi, si elle n'était pas là, j'aurais strictement rien fait, et pas du tout, même pas les aventures JO. Et du coup, je me suis toujours dit, mais parce que j'entendais ça tout le temps, de partout. Ah oui, en Savoie, ils savent faire, en Savoie, ceci, et les Savoies, ceci. Et l'herbe était toujours plus verte ailleurs, on est nul, on est mauvais, voilà. Et je me suis, l'une de mes motivations, c'était pas tant, j'adore le monde olympique comme vous, le sport, les sports d'hiver, évidemment, je suis natif des Hautes-Alpes et de notre station, mais c'est pas tant ça, c'est de dire, mais il nous faut
oser des choses, quoi, oser, se décomplexer en fait, se décomplexer. Et la télé, qu'on évoquait tout à l'heure, a beaucoup participé à décomplexer les gens en montrant tous les savoir-faire, tous les atouts, toute la beauté de notre région. Alors, si on l'avait fait 2 mois, bon, mais sur 10, 12 ans, ça fait vraiment, peut-être pas basculer, mais évoluer cet état d'esprit et, et décomplexer les populations. Sur cette comparaison toujours négative, mais ça a duré des décennies. Pendant 3 décennies, c'est mieux ailleurs. Waouh! Et on l'entend vraiment moins. On l'entend vraiment moins. Et je pense que la télé, et maintenant la nouvelle aventure Géo, on en parlera après, y participe vraiment. Donc du coup, en 2004, je me dis, bah, allez, il faut y aller. Pour une deuxième considération, qui rejoint l'aventure olympique de maintenant et la première, c'est que quand on est 140 000 habitants, on compte pour rien. Soit on a la chance, ça a été le cas quelquefois dans l'histoire des Hautes-Alpes, d'avoir un député ou un président de département qui a une aura nationale, qui est au Conseil des ministres ou je ne sais quoi. Donc là, on peut compenser notre faible démographie, mais sinon, on compte pour rien. On est une rue de Paris, quoi. Oui, Ouais, quartier de Marseille. rien, ouais, rien. Et du coup, lorsqu'il s'agit pour l'État d'arbitrer sur des investissements, sur les urgences, même dans des périodes dispendieuses pour l'État, on est toujours en bas de la pile, parce qu'on est 140 000 et qu'il n'y a pas en plus en politique, ou que c'est rarement arrivé, qui est l'autorité pour dire mais non, ça je le veux. Et donc le seul outil pour arriver à récupérer des financements de l'État et de la région, enfin j'en ai jamais trouvé d'autres, il y en a peut-être d'autres, hein, mais moi j'en ai jamais trouvé d'autres, c'est le fait d'obtenir les jeux. Et sur la nouvelle aventure, on le voit. Et donc en 2004, je me dis, bon ben voilà, il faut y aller, on y va courageusement, et je tombe sur 2 personnes, Luc Alphand et Pierre Van Raymond, qui disent banco, on se lance, on verra bien jusqu'où on va. Et au pire des cas, ça fera un peu de promo pour le coin, parce que ça aussi c'est toujours récurrent, et ça va de mieux en mieux, mais quand on dit j'habite les Hautes-Alpes, 2 personnes sur 3 vous disent ah oui, le Mont Blanc, le plus haut des Alpes. C'est encore ça en France. Hein. Alors ça s'atténue, et grâce à 2030, ça va encore baisser, et grâce aussi au travail que font des agences comme la dette, hein, mais bon. Et donc, voilà, et donc Luc Alphand et Pierre Van Raymond, le maire de Gap, qui me prend un peu sous son aile, dit banco, on y va. Et donc, avec d'autres personnes, on se lance. Mais après, j'en ai fait un livre qui s'appelle Jeux interdits, c'était un parcours semé d'embûches, parce que voilà, j'avais appelé à l'époque Barnier, avec Pierre Van Raymond, je crois, un peu en conseil, en disant, mais finalement, pour porter la candidature olympique, est-ce qu'il vaut mieux faire de la politique ou pas faire de politique? Et Barnier m'avait dit, c'est pas gênant, au contraire, moi j'ai fait les deux, donc pour Albertville, non, non, voilà. Sauf que bon, voilà, toutes les embûches qu'il y a eu étaient quand même liées au fait que je fasse de la politique. J'aurais été société civile, voilà. Il y aurait eu d'autres obstacles. Ouais. Mais là, c'était la majorité départementale qui freinait de tous côtés. Enfin, l'idée, c'était peut-être le manque de crédibilité du dossier quand même, et le fait que si ça marchait, politiquement, j'étais un peu inarrêtable. Je sais pas, moi, je ne mets pas dans leur tête, mais j'essaye de comprendre pourquoi il y a eu tant de difficultés. En revanche, pour autant, il y a eu une adhésion de fous, plus de 1000 personnes au Stade de Gap qui écrivent 2018, plein de gens enthousiastes. Je n'ai pas cité Joël Giraud, qui a beaucoup accompagné le dossier aussi. Et donc, on monte tout ça avec Gap, ça devient même très crédible, au point où à un moment les voyants sont presque au vert là, et puis voilà, le maire de Gap change, et là on repart à zéro. Et ensuite, grâce à Sylviane, crânement, mais ça n'a pas été inutile, on s'est dit mais non, nos fondamentaux c'est de faire une rupture sur des Jeux Olympiques délirants comme on l'a vu après ça d'ailleurs dans les choix, etc. Sochi, Pyeongchang et la Chine. Et on s'est dit, ce choix de la rupture pour que le message olympique soit vertueux et contemporain dans l'air du temps et prépare l'avenir des populations de la planète, ben, il doit amener un changement de modèle des Jeux. Pour le projet olympique, considérer qu'on réunit les athlètes dans un même territoire pour une grande fête du sport, avec un cordon ombilical qui est la Durance, une mobilité ferroviaire, ben, tout ça, c'était ce qu'on disait en 2004, 2005, 2006, 2007. Tous ces fondamentaux sont ceux qu'on retrouve en bonne partie maintenant, et qu'on disait donc déjà à l'époque, mais qui étaient quand même
au regard des choix qui ont été faits par le CIO dans les années qui ont suivi, quand même à contre-temps. Hein. Contre-courant, là, oui. Et donc le fait d'être allé au bout du compte, à défaut d'avoir, après le retrait de Gap, quoi, d'être parti avec Pelvoux et Briançon, parce qu'on disait Pelvoux, mais c'est en fait, Pelvoux c'était le village symbolique, c'était pour souligner la candidature atypique, la candidature nature, comme on disait, un petit village au pied des Écrins, au pied du château d'eau de la Provence, voilà, un peu comme un peu l'esprit d'Île Hammer, quoi. Mais en fait, les épreuves étaient prévues sur évidemment Sercheux. Enfin, la même chose d'ailleurs, c'est quasiment le schéma qui s'est mis en œuvre en partie pour 2030, sauf que nous, on avait tout organisé. Il y avait Oui, les parce ordres. que tout faire, appelle-vous, Voilà. c'était. Non, appelle-vous, il y avait quasiment rien. Il y avait une des cérémonies d'ailleurs. Puis après, il y avait les ordres pour la descente olympique, il y avait la cérémonie d'ouverture sur le lac de Serponçon, ce type de choses. Voilà, et donc on est allé jusqu'au bout avec Pelvoux. Alors, j'essaie de me souvenir, mais avec un moment, j'essaie de me souvenir précisément, parce qu'il y a eu une primaire française. Je me souviens un jour, enfin, il y a eu une petite période pas très longue de 1 mois, 2 mois, où il y a eu un pourquoi pas. Il y a pourquoi pas Parce qu'il y avait Annecy qui était concurrent aussi. Annecy, Grenoble, Nice. Et il y a eu un moment où, bon, du coup, je peux pas trop le dire. Enfin, l'une des plus hautes personnalités du ski français, là, je m'appelle, on se voit à Genève, là, tout ça, et vraiment, il voyait que du bon sens dans cette démarche, que du bon. Enfin, lui avait compris, et c'est pour ça que c'est un grand monsieur, que c'est cette direction qu'il fallait prendre, et qui a fini par être prise assez récemment, même si c'est pas encore parfait. Mais c'était qui alors? Enfin, ça, je voudrais pas, bon, enfin, ça ne peut pas aller jusqu'à lui. Enfin, en tout cas, il ne voudrait pas d'être aussi flatteur avec lui. C'est Kili, un monsieur qui, en peu de mots, arrive à donner son conseil sur les directions à prendre. Non, il y a une petite période voilà, où le fond était revenu, c'est-à-dire que le côté contemporain dans l'air du temps du dossier faisait qu'on pouvait gagner. Et puis après, la politique est revenue. Hein, voilà, après Et puis, les jeux politiques sont revenus, et donc du coup, bon, enfin, c'était plié. C'était plié. Et quelques années après, 2030, la candidature. Alors, tu es resté en dehors de. Tu as été écœuré complètement, tu as tout laissé tomber ou tu as poursuivi autrement? Mais après, comme chacun, celui qui est passionné de rando, pareil, enfin, je veux dire, à un moment, on n'abandonne jamais, ou de photos, ou je sais quoi. Retour à tout à l'heure. Et donc, en fait, non, j'ai toujours fait de la veille là-dessus. C'est assez concrètement, enfin, de la veille par différents moyens, mais j'avais toujours des alertes sur ce sujet. Et donc, lorsque le hasard a bien fait les choses, puisque au moment où j'ai passé la main sur la télé, c'était le moment où je commençais à m'apercevoir qu'il y avait une nouvelle fenêtre qui s'ouvrait pour l'Europe. Parce que jusque-là, il y avait une alternance non dite, mais tacite des continents. C'est-à-dire que le CIO disait, bon, les Jeux d'hiver, s'ils sont en Asie, la fois d'après, ce serait pas bête qu'ils sont en Europe, et puis la fois d'après, ce serait pas bête qu'ils sont en Amérique du Nord, pour voilà, garder la mobilisation sur le focus sur les sports d'hiver, continent par continent. Et donc en 2021, je me dis, non mais là, la fenêtre pour 2038 est ouverte. Donc parce que le raisonnement accepté par tout le monde, c'était que Sapporo allait avoir les Jeux de 2030, donc le Japon, que Salt Lake City était déjà choisi pour 2034, donc ça faisait donc Asie, Amérique du Nord, et 2038, l'Europe. Et donc la fenêtre de 38 était acquise à l'Europe, et donc je me suis dit, bon voilà, on est largement à temps, on est en 2021, pour remonter un dossier, et cette fois-ci dans les temps, etc. Et donc c'est le 9 avril 2021, je sais que j'avais réfléchi, je me suis dit, pour que ça marche, il ne faut pas repartir localement sur les querelles de clochers qui existent moins, mais qui existent encore. Il faut passer au-dessus de la mêlée. Et donc, je ne crois pas m'être trompé en faisant confiance, enfin en ciblant le pauvre, parce qu'il a souffert mon argumentaire pendant 8-9 mois, mais Renaud Muselier, en disant, voilà, au-dessus de la mêlée qu'il y a au-dessus de tous les élus, pour pas qu'il y ait des querelles sur les lieux, les sites, etc., il faut passer au-dessus. Donc le président de région. Et même s'il a souri, mais pas éclaté de rire, mais il sourit la première fois, là, sur le parking. Là. Après, sur de nombreux rendez-vous, j'ai insisté, sujet par sujet, avec lui et ses équipes, en disant, non mais, il faut y aller, la fenêtre. 38 en politique, ça ne veut pas dire grand-chose pour un homme politique. 38, c'est pas très vendeur. Voilà.
Donc on avait un peu de mal avec ça. Mais malgré ça, il était en adhésion, en disant oui, de toute façon, c'est le seul outil qu'on peut avoir pour les Alpes du Sud. Et c'est pas venu tout de suite, mais d'ailleurs c'est normal que les grands élus comme ça réfléchissent à 2 fois et leurs équipes. Et finalement, à la fin de l'année 2021, et précisément janvier 2022, quoi, euh, après 8 rencontres, enfin, ou j'en sais rien, enfin, bref, le prof, il en faisait une plaisanterie en disant oh là là, tu vas me reparler des JO, toi, tu vas me parler des Jeux Olympiques. Bref, de lui-même, et pas par flair, j'espère, on verra. En 2030, on pourra sûrement considérer que c'était une bonne chose. Et assez courageusement, parce que tout le monde autour de lui, y compris des grands politiques, ne le conseillaient pas de s'engager dans cette aventure. En janvier 2022, l'autre CFE, il dit, on était encore sur place, enfin bref, et après encore des ultimes réflexions des 20 minutes, il dit banco, j'y vais. Ouais, on est candidat. Alors, il ne s'agissait pas des Alpes françaises, il s'agissait de dire, voilà, la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, est candidate à l'organisation des Jeux Olympiques. Et on avait, au préalable, j'ai fait des kilos de notes, de perspectives, etc. Donc, les fondamentaux sont là. La région Sud est candidate. 2, on fait des jeux en rupture du gigantisme. 3, en termes d'investissement, on va essayer sans oublier les routes, parce que, bon, mais on va focaliser sur le ferroviaire. On va utiliser le plus possible d'équipements existants, faire des jeux pas chers, enfin bref, tout ça. Et donc, il ose se lancer, suscitant quelques moqueries, quoi, quand même. Hein. Même si, parce que voilà, ça c'est un truc intéressant, c'est qu'il y a un décalage entre l'imaginaire des Jeux Olympiques et la réalité des chiffres. Et donc, quand on dit je vais organiser les Jeux Olympiques, on a l'impression d'un truc, parce que Monsieur Tout le Monde, à l'image télévisée, quoi, qui génère un effet de zoom sur un truc pas possible. Quoi. Et donc, dans la réalité, même si, surtout les jeux d'hiver, c'est pas des chiffres fous. Quoi. Les jeux d'été sont plus sont en nombre, en volume bien plus important, mais les jeux d'hiver. Quoi. Mais le prisme télévisuel fait qu'on a l'impression d'un truc gigantesque. Quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas. Quoi. Et, euh, on va le voir avec. On prend le Briançonnais où les gens disent ouais, on va les Jeux Olympiques, on va bétonner Briançon, avoir du monde de tous les côtés. Mais non, c'est 1250 athlètes. 1250 athlètes, c'est moins que la 1000 pattes. Puisque les 1000 pattes, c'est 2 pattes. C'est moins que le Grand Prix de Sercheux, puisqu'ils font 2025. Je veux dire, waouh! Si tu ajoutes leurs accompagnants, des tribunes à 4000 places, à 5000 à Montgenerai à la salle, la presse, la famille olympique, les bénévoles, mais on est sur des volumes qui sont une petite semaine même pas une semaine de février à Sercheux. Donc voilà. Donc c'est l'imaginaire olympique qui fait que les gens ont l'impression d'un truc de fou, alors même que les chiffres sont bien plus raisonnables. Et donc, voilà, et Renaud Muselier a vraiment le courage de se lancer, le flair. Et, donc ensuite, on a passé une première année avec, j'essaie de me refaire dans l'ordre, oui, avec le préfet Hugues Parent, qui est toujours dans l'aventure, plus que jamais, de très brillant, nommé par Renaud Muselier, pour faire la préfiguration. Si on fait les jeux vraiment qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comment on les fait? Donc il y avait déjà évidemment le pôle patinage, pensé pour Nice, évidemment le Briançonnais en première ligne, la capacité de faire une descente olympique aux Ors, et puis d'autres trucs, enfin, on Ubaye des choses, le ski de fond c'était possible, il y avait quelques points délicats quand même, mais qui s'estompaient qui devenaient acceptables si on se projetait sur un nouveau regard du CIO sur une nouvelle forme de Jeux Olympiques, bien plus humble, bien plus économe, bien plus regroupée, etc. Et donc voilà, on a fait cette étude de préfiguration et sans urgence, mais sérieusement, en voyant toutes les personnes, aussi bien les acteurs économiques, je sais pas, le BTP que les stations, que Pierre Leroy, que je trouve très intéressant, par exemple, et depuis Saint-André, là, c'est ça. Mais vraiment, voilà, et donc on fait un beau tour de piste pour avoir un dossier de préfiguration qu'on a fini par réaliser. Et on s'était mis un rythme un petit peu de sénateur en disant, bon, en 2038, ça veut dire qu'il faudra être capable de poser une candidature selon ce que dira le CEO en 2029. Donc, préparant bien les choses, on n'est pas dans l'urgence. Et étonnamment, et donc
Donc c'est donc en avril 2023, assez naturellement, Renaud Muselier, ses équipes, enfin, on contacte le CIO, et le CIO, alors je n'étais pas dans le secret de la conversation, mais rapidement, ils m'ont dit que, enfin, comme me l'avait dit le président de la Fédération internationale de ski, non, la fenêtre est devenue 2030. On n'avait pas trop suivi ça, mais en fait, le Japon, pour des histoires de corruption, etc., de crise dans leur comité olympique, enfin bref, se retirer de 2030. Et donc la fenêtre qui s'ouvrait, c'est 2030, en fait, le CIO, et personne pour 2030, quoi. Et donc là, c'est des niveaux qui me dépassent. Je le raconte, mais je n'en suis pas acteur. Et donc, enfin, j'imagine assez facilement, c'est CIO dire, il y a cette disponibilité, ça vous intéresse ou pas? Donc ils n'ont pas dit qu'à la France, ils l'ont dit à la Suisse, à la Suède, et sûrement à d'autres. Et là, la France, je pense en plus haut lieu, comme Renaud Muselier, disent banco, ouais, on y va. Et pour que ce soit réalisable dans le timing du coup 2023-2030, et pour aussi faire des économies en utilisant les structures existantes, à ce moment-là, la demande est faite, je pense, par le CEO, l'Élysée, je ne sais pas trop, là, encore une fois, c'est une conversation dans laquelle je n'étais pas, mais de dire, bon, ben, mettez-vous tous ensemble, comme ça, on va faire à l'économie, avec des défauts, l'étendue, mais avec des qualités, celles de l'économie, la construction d'aucun éléphant blanc, enfin bref. Et c'est parti comme ça. Et ensuite, c'est allé très vite, puisqu'en juillet 2023, le président de la République réunit les deux présidents de région, comité olympique, autour d'un déjeuner. Ils valident ce truc-là. Ils envoient la lettre de candidature au président du CIO, donc juillet 2023. Novembre suivant, on est déjà dans le dialogue ciblé. Il y avait la Suisse, la Suède et la France, donc, dans le dialogue avec le CIO, qui finit par choisir, comme c'était pressenti, la France pour être, comment ils appellent ça, là ça m'échappe parce que je parle beaucoup, mais en discussion unique, quoi, un partenaire unique pour faire 2030 la France. Ils font ce choix-là, puis ensuite en juillet 2024, voilà, et l'annonce officielle, l'attribution, qui était là une formalisation de ce qui était déjà su par tout le monde, mais pas si simple, hein. Voilà, parce qu'il a fallu quand même monter tout ce dossier, et avec beaucoup d'interlocuteurs, hein, l'Élysée, Matignon, Muselier, la région sud, Laurent Wauquiez, la région Aura, le comité olympique français, le comité paralympique, la ministre des Sports, enfin bref, ou les ministres des Sports d'ailleurs. Oui, ça c'est bien Donc succédé. voilà, il y a eu un gros boulot technique de fait, y compris par le département des Hautes-Alpes et la région sud, qui ont été peut-être les plus moteurs dans tout ça. Oui, parce que souvent on entend dire, il y avait Rhône-Alpes, Aura qui était en avant et le Sud a essayé de rattraper, quoi. Alors qu'on peut voir les choses autrement. Non, l'histoire telle que je la connais, mais alors, moi je conscient de ma place, c'est-à-dire à un moment c'est devenu tellement dans les grands cercles du pouvoir que j'y étais pas. D'ailleurs, j'ai pas de raison d'y être, hein. Bon, mais bien qu'à l'origine. Mais du coup, à un moment, c'est vraiment. Je pense que le moteur, ça a été la région Sud, Renaud Muselier, qui a dit vraiment ça, je les veux, qui a fait le deal avec Laurent Wauquiez sur quelques principes, 50-50. On prend la moitié des médailles chacun, la moitié des médailles olympiques. Après, il y a eu un deuxième arbitrage, dans l'arbitrage qui était j'espère que celui-là va bien se vérifier dans le temps, c'est que Laurent Wauquiez, à l'époque président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a dit mais moi, j'ai pas besoin d'investissement public, j'ai quasiment tout. Vous, en revanche, il y a un retard sur la mobilité. Donc, grâce l'héritage des Jeux doit avant tout profiter aux Alpes du Sud. Donc, 50% sur les médailles. L'héritage, c'est-à-dire les investissements publics sur les routes, le train, et les logements, enfin bref, avant tout pour les Alpes du Sud, ça a été dans les arbitrages de base. Et voilà. Alors, sur le coup, il y a eu un petit sentiment un petit peu déceptif, parce qu'à l'origine, on devait faire tout. Ouais, tout, voilà. Donc forcément, je pense à Pierre Boller, le maire des Ors, bon, il manque quelques mètres pour faire une descente olympique, on peut la faire, hein. Elle n'a pas de renommée, mais on peut vraiment techniquement la faire. Et donc bon, il y a eu un petit sentiment de frustration, mais qui
enfin, je veux dire, c'est déjà incroyable d'accueillir les Jeux Olympiques, même qu'une part des Jeux Olympiques, dans le département des Hautes-Alpes, dans Briançonnais. C'est historique, les Alpes du Nord les ont eu 3 fois. Voilà. Et donc, en gros, si on n'avait pas fait tout ce travail, donc je mets un peu de jeu au début, mais enfin bref, si Renaud Muselier n'avait pas eu le courage d'y aller, je pense que comme d'habitude, c'est les Alpes du Nord, ils n'ont pas besoin de nous du tout, mais pas du tout, hein, y compris pour la glace. Il y a les nouvelles arénas de Lyon, enfin bref, ils ont vraiment pas besoin de la région sud. Et le fait d'être partis les premiers, et en plus avec la niaque, courageusement et sérieusement, avec des études de préfiguration, voilà. Et puis l'engagement. Moi, je sais pas, je suis pas dans un fan club de Renaud Muselier, mais sur ce dossier, il se trouve que maintenant j'observe un peu le reste et sur d'autres, mais enfin, sur ce dossier, vraiment, qu'on soit fan ou pas, il a fait le job, quoi. Il a fait le job, il a écouté, il a eu le courage d'y aller, et ensuite il a fait le job. Vraiment, quoi. Et s'il n'avait pas fait, on serait comme d'habitude à dire ah ouais, alors les Alpes, les Alpes du Nord, les Savoies, putain, ils ont à nouveau les Jeux de 2030. Voilà, c'est sûr, c'est sûr. Et ils auraient peut-être avec condescendance accepté qu'on fasse un petit truc, même pas d'ailleurs, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Voilà. Alors après, c'est pas le dossier de rêve, voilà. Et donc, alors, le problème, c'est qu'on peut difficilement juger de ce dossier à ce stade parce que le COJOP se constitue et c'est lent, mais on peut comprendre que c'est lent, même si c'est pas facile à accepter que ce soit lent. Mais ça veut dire aussi que tout n'est pas joué. Les grands fondamentaux sont posés, mais sur la partie héritage, c'est-à-dire les investissements enfin de l'État dans nos territoires complètement oubliés. En fait, dans l'histoire, il restera Serponçon et les JO de 2030. Au milieu, on a été complètement oubliés. Complètement oubliés. Et donc, cette partie-là, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à gagner dans les 2-3 années qui viennent, avant les JO. Pas tant d'ailleurs pour les JO, mais pour dire que ces JO doivent servir à un héritage durable pour la montagne. Il faut des garanties de financement pour les décennies qui viennent, pour les Alpes du Sud, on va dire au sens 0,4-0,5. Et donc, au bout, voilà, même si ce n'est pas le dossier parfait, moi, je redis que c'est historique et fantastique, et deux, que c'est aussi magique parce que ces jeux, on va les retrouver régulièrement. C'est-à-dire qu'on a les jeux de 2030, mais on aura les jeux de 2055 ou 60. Pourquoi ? Parce que le CIO est, à ma connaissance, mais là aussi, à un moment, je ne sais pas, dans toutes les connexions, dans les discussions secrètes. Mais en tout cas, dans ce qui est public, le CIO se dit finalement, soit les jeux d'hiver, au regard du réchauffement climatique, je les arrête, soit, et c'est le seul truc pour l'instant voté, on va être très rationnel, utiliser que les territoires qui ont déjà accueilli les Jeux Olympiques, pour éviter de construire le moindre équipement nécessaire aux Jeux, pour avoir la garantie neige. Et donc, on va partir sur une alternance, c'est ce qui est écrit dans un rapport du CIO, sur 8-10 pays, qui cycliquement vont revenir. Ce qui est du bon sens d'ailleurs. Hein. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que presque chaque génération, ou une génération sur deux, aura à nouveau les Jeux Olympiques dans notre territoire. C'est magique. Et ça rend encore plus compréhensible tous les investissements publics qui doivent être réalisés. C'était long, hein. Mais les JO, ça passe. Mais les JO. Mais justement, alors, les JO, on en parle comme ça globalement, mais toi, à titre personnel, parce que c'était pas le monsieur JO, c'est pas toi qui a tout fait, mais on a bien compris qu'avec ta relation avec Renaud Muselier, tu te sens un petit peu parrain de. Pas au terme de. Si on fait l'allusion à ce qui s'est dit récemment. Qu'est-ce que tu en attends à titre personnel ? Est-ce que tu aimerais continuer à jouer un rôle ? Oui, non, c'est le côté. Voilà. Je voulais quand même. Voilà. Donc, si la question est plus personnelle, c'est je voulais arriver à amener les Jeux Olympiques dans les Hautes-Alpes, parce que c'est le seul outil pour récupérer des financements nécessaires à notre département, pour le décomplexer et pour montrer qu'en fait, qu'il est extraordinaire et qu'il peut même devenir une référence internationale pour ce que doit être la montagne de demain, adaptée à tout ce que l'on sait aujourd'hui.
Donc voilà, je voulais y arriver, j'y suis arrivé parce que c'est utile aux Hautes-Alpes, par challenge aussi, voilà. Et grâce à tous ces gens, et en particulier au président de région, et Arnaud Murgia, presque pareil. Je ne suis pas Briançonnais, je ne vote pas Briançon. Enfin, sur ce dossier, je le vois fonctionner. C'est clair, c'est transparent, c'est précis, c'est rythmé. Enfin, voilà, je trouve qu'il fait excellemment bien son travail sur ce dossier. Et maintenant que du coup je regarde un peu plus, je re-regarde à nouveau la vie politique vie publique de Briançon, j'ajoute aussi entre autres sur ce dossier entre autres, mais voilà. Donc s'il y a deux personnes à citer, c'est Arnaud Murgia et Murgia dans ce dossier pour enfin, Murgia aurait très bien pu le dire politiquement, je le sens pas, traîner les pieds, c'est pas du tout ça, quoi. C'est des gens qui font le truc. Et donc non, après titre personnel, non, non, mais là, enfin, qu'est-ce que je me dis, je sais pas, que du coup le COJO se monte, que dans tous les cas, enfin, je sais pas encore, c'est en train de c'est lent, enfin bref, que moi je veux être, enfin, il est légitime, naturel, et je pense pertinent vu l'énergie que j'ai encore pour que je sois utile dans le dossier, sur 2-3 aspects, enfin, mais voilà, et donc que ce soit dedans ou dehors, je le serai jusqu'au bout, enfin, j'essaierai voilà. Mais là, le contexte fait que ce sera plutôt dedans, quoi, en disant que chacun sa juste place. Moi, je pense que l'un des, enfin, il y a les deux points délicats du dossier sont, à mon sens, et sous toute réserve, je ne suis pas sûr d'avoir raison sur tout, mais le premier, c'est parce que c'est allé vite, parce que c'est aussi peut-être des maladresses, un dossier qui a manqué de pédagogie et de concertation, clairement, depuis le début. Là, on dit aux gens, vous allez voir les Jeux Olympiques, on reboucle avec l'impression de gigantisme qu'ils ont quand on leur dit ça, ce qui n'est pas la réalité des chiffres. Et du coup, on ne leur explique pas, on reste dans l'entre-soi, parce que ça va vite, parce qu'on n'a pas le temps, ou parce qu'on a peur d'aller au contact, je ne sais pas. Mais enfin, bref, ce boulot de discussion réelle avec, avec les montagnards, enfin, va se faire. Edgar Gros-Piron, le président du COJOP, y tient. Il a même dit que l'un des principaux enjeux de cette aventure, c'était l'acceptation des populations. Il a bien conscience de ça. Et donc, il va falloir faire ce travail. Donc là, je pense Là, vraiment ouvrir la connaissance des gens, chaque pierre presque des Hautes-Alpes. Voilà, je me sens utile sur ce point-là. Enfin, je pense pour être vraiment utile. Et c'est un travail direct de discussion. Et dès qu'on l'explique, ce dossier, à part les cas de figure où on tombe sur des fanatiques écolos ou des partisans politiques qui utilisent qui prennent en otage ce dossier pour faire passer d'autres messages, quoi, sur le changement de monde, enfin bref. Donc, quand on ne tombe pas sur des fanatiques ou des partisans, on a des gens à l'écoute. Si on leur dit que les chiffres, tout à l'heure j'évoquais les chiffres ou le Briançonnais, je savais pas, bon, oui, ça tient à où. Bétonner les Hautes-Alpes, non. Où est-ce qu'on va bétonner les Hautes-Alpes? Nulle part. Enfin, bref. Voilà, bref, donc, sujet par sujet, dès qu'on l'explique, les gens adhèrent. Donc il y a un travail de pédagogie à faire, et que voilà, je vais le faire dans tous les cas. Travail de pédagogie. Je le fais déjà. Travail de pédagogie, c'est le retour aux médias, quoi. D'une certaine façon, la communication. Au sens noble, au sens général, ouais. Donc voilà, je pense que ça c'est bien. Et puis après, donc le premier problème de ce dossier, c'est ça. Et le deuxième, ça c'est comment dire, d'aboutir, et c'est pas gagné, à le plus de financement privé. Parce que voilà, il faut bien comprendre que les Jeux, c'est deux parties. Le budget COJOP, c'est le fonctionnement, quoi, et le budget hors COJO, c'est en gros une structure qui s'appelle la Solidéo qui a été montée. Mais c'est simple à comprendre. Tout ce qui est éphémère, qui est fait pour les Jeux, qui ne reste pas, c'est le COJOP qui s'en occupe. Tout ce qui est en dur et qui reste après les Jeux, c'est la Solidéo. L'héritage. L'héritage. Donc, on améliore la voie ferrée, ce qui est prévu, même si il faudra obtenir plus pour avoir, d'ici 2034, 2035, vraiment du 3h30 Briançon-Marseille, enfin bref. Mais ça reste, donc c'est la voie ferrée ou une déviation, ou le rond-point de Tallard, mieux fait que ce qui est parti, là, enfin bref. Ça, c'est du dur, c'est de l'argent public. Le COJOP, pour Paris, ça a été que du financement privé. On peut toujours dire oui, mais c'est pas vrai parce qu'il y a la sécurité en plus. Et 2-3 trucs qui, effectivement, sont des dépenses publiques liées à l'organisation des Jeux. Mais bon, là, on fait une heure sur cette partie-là. Mais en gros, le budget COJOP, pour Paris, c'est là où il y a 75 millions d'euros de bénéfices parce que c'était des grands sponsors privés. Sur les Jeux Olympiques d'hiver, pour l'instant, on est en deçà.
Et puis, Ce qui est traditionnel sur les jeux d'hiver, de toute façon. ouais. Alors, c'est systématique sur les Jeux paralympiques, parce qu'il y a pas assez de sponsors qui y vont, et de droits de télévision. Et sur les Jeux d'hiver, c'est, oui, un peu récurrent, mais je trouve qu'on peut pas, c'est pas forcément pertinent d'en accepter la fatalité, le principe, hein. On peut essayer de, pourquoi pas, comme Paris, d'équilibrer par le privé. Alors, le privé, c'est les sponsors, la billetterie, les droits de télévision, etc. Pourquoi pas viser le fait d'équilibrer? Alors, équilibrer, c'est chercher des sponsors. Évidemment que c'est. Quand tu as changé de modèle, autant Voilà. aller jusqu'au bout, quoi. Voilà. Alors, donc, Croupiron est mobilisé là-dessus, évidemment. Mais c'est les recettes, mais c'est aussi les dépenses. Et il y a une manière d'approcher la constitution, enfin, l'organisation des jeux, enfin, on a encore un temps pour essayer de. Enfin, Jean-Claude Killy a dit à Gagro-Piron au tout début en disant voilà, inscrit au-dessus de ton bureau. Alors, je ne me souviens plus la phrase, zut. Mais c'est en gros, c'est le moindre denier public que tu dépenseras doit être impérativement justifié. Voilà. Et donc, voilà, tout le monde a conscience, en plus, c'est que la dette de la France, pas la peine de faire des dessins, que c'est essentiel. Donc, je pense qu'on peut, par la recherche de sponsors, c'est pas si facile, et par la maîtrise de la dépense, essayer de faire des jeux qui. Enfin, on peut encore viser ça, des jeux qui s'équilibrent et qui ne coûtent en dépenses publiques que ce qui est utile, le train, les logements des saisonniers, les routes, voilà. Et le reste, essayer de l'équilibrer, d'arriver comme Paris à l'équilibre, ce serait vraiment chouette. Voilà, les deux sujets, je pense que c'est l'acceptation des populations, puis d'abord c'est la moindre des choses, et donc la rapidité du dossier l'a empêché, mais enfin, je veux dire, on n'arrive pas dans un territoire en disant je fais des jeux sans que les gens soient d'accord, hein, sans leur expliquer, donc c'est la moindre des choses. Hein. L'acceptation avant l'enthousiasme. Ouais, voilà. Enfin, c'est les montagnards qui sont chez eux, donc voilà, on leur apporte une super outil, une super solution pour préparer l'avenir, mais il faut que leur expliquer, enfin, c'est la moindre des choses, hein, voilà. Donc ça, j'y tiens, je le dis même avec un ton qui me paraît, qui démontre une impatience à ce que ce soit mis en œuvre. Voilà. À une impatience. Bon, c'est vrai qu'on a quelques opposants qui se sont manifestés et on ne peut pas faire l'économie de parler de ton propre frère. Alors, j'imagine pas les déjeuners de famille, ce que ça donne, parce que bon, le nom passeron est associé à la fois au ultra contre et ultra pour. Ouais, alors là, c'est délicat. Alors, d'une part. Oui, mais je ne veux pas rajouter des problèmes familiaux. Hein, mais... Non, mais on a. Lui, il est plus radical que moi, donc enfin, moi, ça paraît plus évident. Mais lui aussi fait l'effort. Enfin, sans développer, mais on a su sauvegarder une vie de famille où il y a des sujets. C'est pas des non-dits, parce que ce serait plus pervers, mais des sujets interdits. Donc, on peut, et ça se fait. Enfin, on laisse les flingues à l'entrée. Voilà. Quoi. Voilà, il se trouve qu'il est parti loin, enfin bref, pendant cette période, quelques mois, mais sinon, on maintient les fondamentaux d'une vie de famille voilà, et où si on évite les sujets qui fâchent, tout se passe bien. Voilà. Voilà. Après, du coup, oui, ça crée un peu une distance quand même, oui, ça crée une distance. Après, lui, donc a ses convictions et il est suffisamment malin pour avoir compris que les Jeux Olympiques, c'était un outil formidable pour faire passer ses idées. Ses idées, elles sont, je ne vais pas parler pour lui, mais enfin, tout le monde le voit, elles sont radicales, révolutionnaires. Il faut changer le monde, il faut arrêter d'aller à la mer, je ne parle même pas de déplacement en avion, il faut arrêter les grands concerts, il faut, je sais pas moi, voilà, le monde va mal, le monde va s'écrouler, il faut réagir d'une manière radicale, révolutionnaire. Je ne développe pas parce que on a tous compris. Donc, peu d'écoute, oui, le seul truc qui me gêne un peu dans cette mouvance, c'est que le sentiment de blanc et noir. Nous, on est les blancs, on a raison, 100% raison, et on n'est même plus à l'écoute, puisqu'on a raison, donc pourquoi on écouterait quelqu'un qui nous dit le contraire? On a raison, voilà. Moi, voilà, je suis différent. Je pense d'ailleurs que sur leur diagnostic, si on regarde des écologistes radicaux, ils ne se sont pas forcément trompés, hein, ce qu'ils disent depuis 30 ans. Dès les années 70, c'est quand même le constat qu'on a aujourd'hui, le réchauffement climatique, etc., et le peu d'évolution de la planète. Le seul problème, c'est la méthode.
Et je crois que quand on est radical, on agrège des gens, alors on peut avoir des gens qui sont aussi radicaux, ou aussi militants, et écologistes, mais on agrège surtout tous ceux qui sont aigris contre tout, je ne sais quoi. Bon. Donc bon. Mais on ne fait pas avancer les choses, puisque les autres se bloquent en disant « Ouh là là, pff, voilà ». Je pense que il vaut mieux, enfin, je pense qu'il vaut mieux une autre méthode qui est celle de faire évoluer les esprits, d'être à l'écoute, d'expliquer les choses, d'évoluer par pas. Alors certes, visiblement, il suffit de regarder le monde autour de nous pas assez vite, mais c'est la seule qui peut marcher. Les gens ne sont pas prêts à changer de vie comme ça du jour au lendemain. C'est pas vrai. Personne. Enfin, si, 10, mais voilà. Et donc, le fait déjà si je reboucle avec les jeux, de faire des jeux qui disent autre chose au monde, même si c'est pas encore parfait, même si euh, il faudrait encore faire mieux, mais enfin bref. Même si ces jeux sont pas encore assez en rupture avec ce qui a été les erreurs du passé du monde olympique, mais pas que du monde olympique, c'est facile de dire le CIO font des... Oui, c'est l'ensemble voilà, du monde. Hein. voilà, et les fédérations par exemple, ne sont pas exemplaires non plus, hein, dans leurs attendus et dans leurs consignes et leurs demandes. C'est l'organisation des épreuves. On peut peut-être aussi revoir le train de vie un peu à la baisse. Hein. Voilà, le CIO est tenu par les... Enfin, comment dire, il est obligé de les écouter, mais bon, je pense que là, c'est une première rupture en 2030, mais qu'il faut aller encore nettement plus loin sur des gens encore plus sobres et plus en rupture, plus naturels, plus simples, plus... voilà. Bon, donc, voilà, je pense que la différence, enfin, que sur le fond, il n'a pas forcément tort, hein, parce que vraiment... mais c'est sur la méthode et la façon de militer, la façon de... En fait, Enfin, moi, je ne suis pas du tout dans la fin de justifier les moyens, on est prêt à tout, voilà. Et là, il a trouvé un outil, celui de la candidature olympique, euh, qu'il prend en otage. Mais ils ne sont pas beaucoup, ils sont une poignée. Hein. Parce que les médias nationaux, par principe, donnent la parole à tout le monde, même si surtout quelquefois... ceux qui sont contre. Voilà. Mais c'est... Enfin, après... En fait, mais enfin, il y a une question de place, quoi. Et quelquefois, la graduation n'est pas bonne. On ne peut pas considérer que 1% des gens, enfin 0,5%, j'en sais rien, des gens ont une page quand 80% a une demi-page. Quoi. Enfin, voilà, c'est pas toujours le cas, mais bon. Mais moi, ce que j'aime pas dans cette, le seul truc enfin, ce qui me gêne, c'est que on peut pas botter contre son camp. C'est-à-dire, quand on critique les JO parce que c'est un outil qui permet de passer dans les médias nationaux, du coup, on participe au ski bashing. C'est-à-dire, le ski, c'est fini. Ben non, le ski, c'est pas fini. On en a au moins tranquillement jusqu'en 2050. Et après, si le monde ne change pas, si la planète ne corrige pas ces problèmes de règlement climatique, ben oui, il y aura un problème. Mais on peut toujours espérer. Ben, de toute façon, effectivement, si le réchauffement climatique se poursuit, il y aura un problème à 2100. Mais pour l'instant, le ski, ça fait vivre tout le monde. Et personne n'a le moins de plan B. À part dire, oui, on fait du 4 saisons. On prépare la montagne de demain, toutes des phrases tarte à la crème, on les entend toute la journée, tu les entends tout le temps. Enfin, concrètement, quel est le plan B qui fait rentrer des sous au foyer de type qui habite Pont-de-Servière? Mais qui a trouvé le truc, quoi? Vraiment, il n'y a pas. Et donc, bon. donc finalement, ces Jeux Olympiques, cette candidature est autant utile d'un côté que de l'autre. Chacun voit son intérêt dans la candidature, à la fois qu'il soit pour ou qu'il soit contre. Oui, enfin, Non, non, mais c'est... moi je pense, enfin, à un moment, on peut pas. Moi, par exemple, le dossier tel que je l'ai, enfin, l'histoire que j'ai vécue, que j'ai racontée, voilà, mais tout le monde, enfin, c'est loin d'être le dossier parfait. Pour moi, on n'est pas allé assez loin dans la rupture avec ce qu'il faudrait faire. Mais bon, pour d'autres, je ne sais pas, enfin, il y a plein de regards possibles sur ce dossier. Et ce que je cherche à dire, c'est que chacun doit considérer qu'on évolue par étapes, et même s'il le dit, comme c'est mon cas, prendre sur soi en disant bah oui, mais c'est déjà bien, on fait déjà un pas, c'est déjà énorme pour le coin, c'est déjà énorme que le monde olympique revoie sa copie, fasse différemment. Voilà, bien sûr, il faudrait déjà être à l'étape d'après, mais en attendant, prenons ça là et faisons-la bien. Voilà. Donc, en revanche, prendre en otage un dossier comme ça, en disant c'est un scandale, on va bétonner les actes, non, c'est faux. Enfin, 80% de ce que je lis est faux. Je dis pas 100% d'ailleurs, parce que c'est pas vrai. Quand les opposants, les quelques opposants disent que c'est
moyenâgeux au niveau démocratique, c'est vrai, il n'y a pas eu le boulot qui a été fait, je ne veux pas dire qu'ils ont tort, on n'a pas expliqué aux gens. Deux, quand ils... Qu'est-ce que j'ai tout... Qu'est-ce qui me vient à l'esprit dans les bons arguments? Il y en a quelques-uns qui sont entendables. Mais en revanche, la bétonisation, enfin tout ça, c'est n'importe quoi. Que les JO gènent, enfin, contribuent au réchauffement climatique, mais waouh! Enfin, c'est délirant. Bien sûr qu'il y aura des gars qui vont venir en avion des autres pays, mais je veux dire, au regard des volumes, mais on n'est que dans la symbolique. Là, c'est 0,000, je ne sais combien. Euh, voilà, la pollution liée au déplacement, liée aux Jeux Olympiques. Mais je veux dire, mais que les gens se mettent à Tallard le 8 février de chaque année, ou je sais pas, ils regardent, ils comptent les voitures, ils voient les bouchons et la pollution. Choses qui vont s'améliorer grâce aux Jeux Olympiques, grâce au train, et je l'espère, de résorber quelques points noirs si on fait mieux à Tallard que le rond-point au rabais qu'ils ont arbitré. Bon, bref, donc en fait non, enfin, les vrais problèmes ne sont pas là. Les fuites de gaz représentent 50% de la pollution. Le périph' de Paris, il suffit d'y aller. Enfin, je veux dire, c'est 10 minutes sur le périph', c'est peut-être une olympiade, quoi. Enfin, là, je caricature un peu dans l'autre sens. Enfin, il va falloir sauter dessus en disant c'est pas ça. Mais non, mais une journée, ouais, même pas. 2 heures. L'autoroute A7 saturée dans la vallée du Rhône. Le fait que la France ait fait l'erreur historique d'avoir abandonné le train et le ferroutage, le transport de marchandises, pour avoir des autoroutes saturées, polluantes. C'est ça, les vrais sujets, les vrais combats, ils sont là. Qu'est-ce que les Jeux Olympiques polluent? Les 1250 qui vont venir, mais quoi? C'est rien. Enfin, je veux dire, donc à un moment, le fait d'utiliser cet outil pour faire propagande et pour militer amène à dire des contre-vérités, et c'est bête, c'est bête. Alors je comprends qu'il va utiliser cet outil parce que c'est le seul qui leur permet de passer dans les médias nationaux pour dire autre chose. Mais alors là, on est dans du billard à 3 bandes. Prenons les jeux, faisons-les au mieux, que tous ceux qui doutent soient informés, que ceux qui voient la chose différemment contribuent pour faire évoluer, et sujet d'une manière concrète, c'est de dire qu'est-ce qu'ils vont manger les athlètes, est-ce qu'ils vont manger des produits locaux ou des produits faits je ne sais où à Paris, voilà, soyons concrets. Les ordures, comment on gère les ordures? Est-ce que je citais Pierre Leroy, par exemple, tout à l'heure. Voilà, lui, il sait parfaitement comment conseiller pour faire des Jeux Olympiques exemplaires là-dessus. Et laisser un héritage pour que les gens s'habituent et qu'ils continuent dans les années qui viennent à faire vraiment du tri, etc. Bon, voilà, quand on est contributif, on sert à quelque chose, quoi. C'est tellement plus facile d'être négatif parce qu'on a un écho, que tout le monde tout écoute, qu'il suffit de dire merde, et tout le monde dit ah ouais, mais que pour répondre, il faut 3 pages. Enfin, c'est tellement facile, quoi. Non, c'est bien d'être positif. C'est pas marrant, c'est pas forcément gratifiant, mais au bout d'un moment, on se dit, au moins, on construit quelque chose. Alors tu conclus quasiment en disant c'est bien d'être positif, mais avant de conclure pour de bon, je te proposerais de répondre à une question que je ne t'ai pas posée traditionnellement. Oui. La fameuse question que je n'ai pas posée. Alors, il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. La première, c'est mais à quoi tu marches? À quoi tu marches dans le sens où, même si ça, j'en ai pas mal perdu, mais beaucoup de gens pendant des années se sont dit, mais d'où ils trouvent Oui, cette énergie, cette énergie? avec certaines hypothèses plus Ouais, parfois un peu. j'ai même entendu des gens, et alors là, les gens ne vont pas me croire, mais moi, qui disaient, ils marchent à la cocaïne, Ouais, etc. Sachant que je n'avais jamais pris, comme ça. Mais en plus, jamais vu, j'aurais bien voir d'ailleurs comment c'est fait un jour. Mais voilà, voilà, à quoi tu marches? Donc là, si je répondais à ça, je dirais, que je ne sais pas trop, et que grâce à mon père, j'ai eu une formation sportive vraiment très jeune, là, de challenge, de vélo, beaucoup de vélo, de sport d'endurance, grâce à mon oncle de montagne. Donc, sur le côté, l'explication de l'endurance et du rythme et de l'énergie, et de ne pas avoir peur d'aller. Je sais pas, faire rien qui me fait peur. Si tu me vas à Marseille à pied, j'y vais. S'il faut travailler toute la nuit. Mais ça, c'est lié au parcours. Et après, quand je marche, finalement, au bout du compte, au challenge, quoi, au challenge. Créer, inventer. Passion et challenge. Ouais. Créer, inventer. Alors peut-être, alors si j'essaie, parce que tant qu'à faire de parler, essayer d'être un peu honnête avec soi-même. Ouais, mais ça, je crois que c'est commun, mais
C'est aussi laisser une petite trace, voilà. Voilà. Voilà, si je veux être à peu près un peu plus autocritique. Enfin, je ne suis pas forcément critique, mais tant qu'à faire de j'ai servi à quelque chose. J'ai un peu servi dans un petit coin magnifique, mais perdu de France. J'ai un peu servi à quelque chose. Alors ça, c'était les questions que tu te posais même à toi-même. Maintenant, reste une question à poser au prochain montagnard que je rencontrerai. Je ne sais pas qui c'est. À plus forte raison, toi non plus. Qu'est-ce que tu auras envie de lui demander? Tu regardes la Alors, caméra, tu le regardes, cet interlocuteur droit dans les yeux. Je pense une question importante, c'est est-ce que selon vous, aujourd'hui, les Hautes-Alpes sont en retard, comme on l'a souvent considéré, ou ne sont-elles pas finalement plutôt en avance? Voilà. Vous avez 3 heures et ça compte coefficient 6 pour le bac. Voilà. Mais Jean-Marc, Je sais merci. pas, j'espère que c'est pas inintéressant parce que j'en ai aucune conscience. Voilà. Merci de cette C'est déjà bizarre que tu conversation. Et t'intéresses puis à on moi. verra dans les commentaires. Ouais. Il y a les gens qui t'adorent, les gens qui te détestent, Ouais. comme tout le monde. Dès qu'on fait quelque chose, de toute façon, on ne peut pas Ah être ouais, non. anodin. Donc en Ça, tout c'est cas, illusoire de croire ça. Ouais. ouais. Je les encourage à écouter les chansons. Je me suis lancé un peu dans Oui, des voilà. textes de Allez, chansons. on termine par les chansons. Tu nous en J'adore chantes ça. une? Non, Ah non, non, tu alors, fais que les je textes. fais que les textes, ouais, je fais que les textes. Et maintenant avec l'IA, je fais des maquettes avec du chant IA en attendant que des musiciens le reprennent. Mais écoutez un petit peu, il y en a certaines locales, bon, et puis après, il y en a quelques-unes qui méritent un coup d'oreille. Alors, je te fais pas chanter, mais on mettra ça dans les liens, dans les commentaires. Jean-Marc, merci. Merci en espérant que ce soit un peu intéressant. Merci beaucoup.